Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la famille de chars français AMX-13. Avant de commencer, un grand merci au musée France 40 véhicules situé à Fismes, qui a la gentillesse de m'accueillir de nouveau, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes dans la région. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mes vidéos, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à les rejoindre. En tout cas, on va voir aujourd'hui l'histoire de la famille de chars AMX-13, qui est un peu le symbole du renouveau de l'industrie de l'armement française, car c'est un char qui va évidemment avoir un succès en France et avoir plein de dérivés, et c'est également un gros succès à l'export. La France était un des pays pionniers dans la construction et le développement des blindés. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la France souhaite de nouveau être dans les premiers rangs des nations constructeurs de blindés, pour deux raisons. La première, ça va être de sortir de la dépendance aux blindés américains après la guerre, et la seconde, c'est pour redynamiser son industrie et faire pas mal de ventes à l'export. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers développements de chars, et je pense notamment à l'ARL 44, vont s'appuyer sur des recherches qui ont été faites clandestinement pendant la guerre. Mais revenons à ce qui va devenir la famille des chars AMX-13. La Deuxième Guerre mondiale a montré l'intérêt stratégique de faire des opérations aéroportées, et le général André de Metz va faire pression pour le développement d'un nouveau char de 13 tonnes capable d'être transporté par la voie aérienne grâce à un nouvel avion, le NC-211 Cormoran. Et l'objectif, c'est d'avoir un char léger capable d'être déployé sur l'ensemble du territoire français de l'époque, qui s'étend sur tous les continents. En septembre 1946, la Direction des études et fabrication d'armement, la DEFA, va officiellement lancer le projet de ce qui deviendra la MX-13. Finalement, l'exigence d'avoir un char aérotransportable est abandonnée, et en 1949, l'atelier d'Issy-les-Moulineaux, la MX, va concevoir les premiers prototypes de la MX-13. Les premiers prototypes sont essayés à partir de 1950, et l'État va en commander 135 pour des essais en corps de troupe. Et en 1951, l'adoption est officielle, et le véhicule va prendre le nom de char de 13 tonnes, modèle 1951 ou AMX-13. Et ces premiers chars étaient équipés d'un canon de 75 mm et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,5, et il n'y avait pas vraiment d'équivalent dans les armées étrangères. D'ailleurs, la MX-13 sera présentée aux États-Unis dans les années 50 dans le cadre de ce qu'on appelait les Offshore Procurement Programs, qui était un programme américain censé redynamiser l'industrie de la défense française et plus globalement européenne, leur donnant accès à des dollars dans le cadre d'achats de matériel français ou en achetant du matériel américain. Les États-Unis vont être assez impressionnés par le char français, mais finalement les USA ne vont pas adopter la MX-13, qui pourtant répondait bien à leurs besoins dans le Pacifique, car ils ne souhaitaient pas avoir un engin avec des cotes métriques. Par contre, l'armée israélienne va elle rapidement faire connaître son intérêt pour ce char français, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les derniers essais de ce nouveau char vont se terminer en 1955, et la production va alors pouvoir vraiment commencer. Les ateliers de Roanne, Creuse-Loire et les forges et chantiers de la Méditerranée vont alors produire plus de 7500 AMX-13 jusqu'en 1985. Sur ces 7700 chars, environ 4300 seront destinés à l'armée française et le reste sera dédié à l'export. L'armée française va utiliser ces chars notamment en Algérie dès le mois de mars 1958 et également lors de la crise du canal de Suez 2 ans plus tôt. Le châssis de la MX-13 va être la base pour le développement d'une famille très complète de chars que malheureusement je vais être obligé de survoler car on pourrait parler des heures des différentes variantes. En parlant de variantes, on va commencer par ce magnifique AMX-13 90. Les premiers AMX-13 étaient équipés de la tourelle FL10 avec son canon de 75 mm. Et on s'est rendu compte que cet armement n'était pas assez puissant pour perforer le blindage de certains chars, notamment les T-54. Donc à partir des années 60, on va passer à un canon de 90 mm avec l'AMX 1390 modèle 1951. Ce char va pouvoir utiliser des obus à tête creuse capables d'être efficaces contre les chars soviétiques de l'époque. Au niveau du canon, on peut voir l'imposant frein de bouche et lors du déplacement, le canon était maintenu grâce à ce support. Le canon est alimenté par deux barilets de 6 obus. Ce système était assez intéressant car l'alimentation se faisait de manière automatique, ce qui réduisait la charge de travail de l'équipage. En revanche, lorsque les 12 obus étaient tirés, le char devait retourner en arrière pour recharger. L'éjection des douilles vides était faite de manière automatique grâce à cette écoutille située derrière la tourelle. Tourelle qui pouvait faire un tour sur elle-même en seulement 12 secondes. On va jeter un œil maintenant à cet AMX-13 VTT, VTT pour véhicule de transport de troupes. Ce VTT pèse 13 tonnes 5, il va mesurer 5 mètres 60 de long, avec une largeur de 2,50 m et une hauteur de 2,40 m.
Et ce véhicule de transport de troupes, il va avoir bien des avantages comparé à un half-track, parce que déjà il est entièrement chenillé et il est bien plus protégé qu'un half-track. Ça va permettre de déplacer les troupes de manière plus sûre sur des terrains encore plus difficiles. Son équipage était composé évidemment d'un chef de char, mais également d'un autre soldat qui va s'occuper de la radio, également de l'armement. Armement qui peut être assez varié, on peut avoir une mitrailleuse de 12,7, une mitrailleuse de 7,5 ou même il y a des versions avec des canons de 20 mm. À l'intérieur, il y a de la place pour 10 soldats. Il y a des systèmes de trappe comme celle-ci pour ouvrir et évidemment fermer en cas de danger, ainsi que diverses écoutilles pour pouvoir faire feu si besoin. L'AMX-13 VTT a été utilisée par la France et des armées étrangères comme la plupart des variantes de l'AMX-13. D'ailleurs, l'armée israélienne en avait acheté, mais elle était assez critique envers ces chars qu'elle ne trouvait pas assez compacts ni assez blindés. Et pour Israël, cette variante de l'AMX-13 n'était pas un bon transport de troupes car il n'avait pas été conçu ainsi à la base et souffrait donc de trop de compromis. Au sein même de la famille AMX-13 VTT, il y a de nombreuses versions avec par exemple une version cargo pour le transport de missiles destinée à l'AMX-13 SS-11, une variante poste de commandement, porte-mortier et bien d'autres. L'AMX-13 VTT a été construit jusque dans le milieu des années 70. Ensuite, a été remplacé par l'AMX-10P et par le VBCI à partir des années 2000. Et parmi les versions atypiques de l'AMX-13, on a le véhicule de combat du génie que l'on peut voir devant le musée d'Angers avec sa remorque. Et on peut voir ce long bras qui s'appelle la bigue de levage et sa lame tracteur à l'avant. Cette AMX-13 va permettre au génie d'effectuer des travaux de terrassement, de déblaiement et bien sûr de levage. On peut noter également la version SS-11, adoptée en 1956, avec ses missiles installés de part et d'autre de son canon de 75 mm, qui permettait d'engager les cibles qui étaient en deçà de la portée des missiles ou qui ne justifiaient pas le tir d'un SS-11. D'ailleurs, ces missiles pouvaient être équipés de différentes têtes, que ce soit anti-char, anti-personnel, explosives, et ils avaient une portée d'environ 3500 mètres en conditions idéales. Les missiles étaient philo-guidés et leur guidage était optique. C'est-à-dire qu'une fois le missile tiré, l'opérateur devait aligner la cible et guider le missile tout au long de son vol. Il y avait aussi des versions obusiers de l'AMX-13, une version DCA avec 2 canons de 30 mm, et parmi les variantes un peu loufoques, il y a l'AMX surnommé Bénur, qui n'était pas un AMX de série, mais un AMX-13 sans tourelle et qui permettait la formation des équipages. J'oublie certainement plein d'autres versions de l'AMX-13 qui mériteraient chacune leur vidéo. D'ailleurs, j'ai mis en description un des livres qui m'a servi pour écrire cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est un bouquin qui va décrire justement l'histoire du développement de l'AMX et de toutes les versions, du moins la majorité des versions utilisées par la France et les différentes armées étrangères. Côté motorisation, les AMX-13 disposent d'un 8 cylindres à plat SOFAM à essence et qui produit environ 270 chevaux. Cela va permettre à l'AMX de rouler jusqu'à 60 km/h et d'avoir une autonomie plutôt correcte d'environ 400 km. Évidemment, ces performances vont évoluer en fonction des versions et certains pays vont également changer la motorisation des AMX-13 pour les moderniser. Environ 50% des AMX-13 fabriqués ont été destinés à l'export. Et à ça, il faut rajouter la vente des AMX-13 d'occasion de l'armée française. Et en tout, on estime qu'environ une trentaine de pays ont utilisé ces chars légers. Le premier pays qui a fait commande d'AMX-13 est la Suisse, et ce dès 1951. Et en tout, la Suisse a commandé 200 AMX-13 modèle 1951 et 4 obusiers de 105. Israël fait également partie des premiers clients, avec une première commande effectuée en 1955. Ces AMX vont être utilisés avec de bons résultats en 1967 contre l'Égypte. Les pays asiatiques font également partie des acheteurs de l'AMX-13, notamment l'Inde, dès 1956. On a aussi la Thaïlande, Singapour et le Cambodge. Et le succès est également au rendez-vous en Amérique du Sud, avec des pays comme l'Argentine, le Venezuela ou encore le Pérou. La famille des AMX-13 est en quelque sorte le symbole du rebond de l'industrie d'armement française après la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à son châssis très polyvalent, il y a eu des dizaines de variantes de ce char, et l'AMX-13, la famille complète, a servi la France pendant très longtemps, en gros des années 50 aux années 80. Et même s'il a été abandonné dans l'armée française, ces AMX-13 continuent à être utilisés dans certains pays, notamment en Amérique du Sud. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette célèbre famille de chars légers français. Un grand merci au musée France 40 Véhicules de m'avoir prêté cet AMX pour vous faire cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez à soutenir mon travail grâce au Tipeee dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.